Bonjour à tous et bienvenue sur le studio TV Silmo Acuité. Nous allons parler d'un sujet fort de l'actualité de ces derniers mois, les nombreux articles et reportages dans la presse grand public sur notre secteur. Depuis environ 2 ans, les médias dénoncent entre autres l'opacité du prix des verres, les optimisations de factures, les tromperies sur la marchandise ou encore les ventes de traitements inutiles. D'où vient ce déchaînement médiatique? Est-il justifié et comment redorer l'image du métier d'opticien aux yeux des consommateurs? Pour répondre à ces questions, je reçois Gilbert Lenouy, directeur général de Charme en France. Bonjour Gilbert. Ludovic Mathieu, directeur commercial activité verre d'Essilor France. Bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Didier Papaz, PDG d'Optique 2000. Monsieur Papaz, bonjour. Bonjour. Marianne Binst, directrice de Santé Claire. Bonjour. Et 2 journalistes, Sandrine Trouvelot du magazine Capital et Aurélie Lebel du Parisien. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. Alors, Monsieur Lenouy, cette émission est à votre initiative. Votre métier à vous, c'est la fabrication de montures. Pourquoi avez-vous envie de vous poser comme défenseur de la profession ? Alors, je remarque depuis quelques années que la profession, bien évidemment, est attaquée, tout le monde le sait. Les articles sur la presse sont assez éloquents. Et je ressens un changement dans la mentalité des opticiens. Une grande partie des opticiens aujourd'hui se posent des questions. Est-ce qu'on est en train de faire fausse route? Est-ce qu'on est des voleurs? Est-ce qu'on piège le client? Enfin, voilà, les opticiens se sentent un peu en position d'être attaqués, en position de faiblesse. Et nous, mes 70 salariés de Charme en France, se disent, si les opticiens sont des voleurs, nous, on est donc complices. Qu'est-ce que je leur réponds à mes salariés à cette question? Comment je leur réponds? Donc vous avez envie de prendre la défense de toute la filière, en quelque sorte? En quelque sorte. D'accord. Alors vous, Monsieur Mathieu, vous représentez le fabricant de verre Essilor. Quel est votre avis sur toutes ces attaques médiatiques? Je pense qu'il faut bien se poser la question de savoir de quoi on parle. Depuis une dizaine d'années, on voit en effet des articles fleurir avec la régularité des marronniers. Vous savez, c'est chaque année à la même période. Et on a l'impression en effet que tout un secteur est gangréné par des pratiques douteuses qui mettent en danger l'honneur des opticiens comme de leurs fabricants. Je pense que fondamentalement, c'est quand même des phénomènes assez limités, qu'on a tendance à faire des exceptions, une généralité, que derrière ce métier, derrière ce secteur, il y a beaucoup de gens qui continuent heureusement à faire leur métier avec beaucoup de savoir-faire, avec beaucoup d'éthique et avec beaucoup de valeur ajoutée apportée aux clients. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont reprochées, mais je pense que c'est un petit peu excessif, il y a un petit peu de sensationnel, il y a un petit peu de tonitruant et ça ne correspond pas à la réalité du marché. Après, il y a deux types de choses qui nous sont reprochées. Il y a la question des prix qui sont jugés trop élevés, mais je pense que pour se poser la question des prix, voilà, il faut penser la question dans sa globalité, pas simplement celui du montant. Et puis il y a la question des pratiques suspectées chez les opticiens. Et là encore, je pense que c'est extrêmement marginal. D'accord. Donc Monsieur Papaz, vous êtes opticien et présent tous les jours dans vos magasins. Est-ce que la multiplication de ces articles a nui, selon vous, à l'image de votre métier aux yeux de vos clients ? Écoutez, je l'ai vécu effectivement directement en magasin parce que suite aux parutions d'articles, alors j'ai encore en souvenir l'article de Capital notamment, je vais le citer puisque Madame est là, dès le lendemain vous avez des réactions de la part de vos clients qui rentrent en magasin. Donc certains vous disant, vous voyez un peu, regardez, vous êtes tous des voleurs. Alors vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis des équipes qui sont formées en magasin pour répondre, pour être professionnels, c'est quand même extrêmement injuste. Et puis vous avez aussi un deuxième phénomène, et je crois qu'il faut bien y faire attention, c'est que autant par le passé, je dirais entre il y a 20 ans et 10 ans, peut-être que quelques pratiques se faisaient à la marge, un petit peu en douce. Et puis le fait d'avoir donné au public le mode d'emploi de ce que peut être fait et peut être demandé, je crois que ça a été extrêmement mauvais parce que finalement on est en train de créer un phénomène de boule de neige.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si de telles pratiques peuvent encore exister, et je le dirais, c'est marginal, c'est peut-être à 90 ou à 80% véritablement à la demande des clients, sous la pression des clients. Et c'est cette pression qui fait que peut-être certains qui ont eu une mauvaise journée ou des collaborateurs un peu faibles peuvent être amenés à se poser des questions. Donc je crois qu'il faut faire très attention parce que on veut dénoncer un phénomène d'un côté et d'un autre côté on informe le public que ça existe. Et alors là, badaboum. Enfin c'est. Alors justement, on traitera un peu plus longuement de cette question un peu plus tard. Je voudrais venir avec donc les deux journalistes ici présentes sur les origines de cet article. Madame Trouvelot, donc vous avez écrit il y a 2 ans un article dans Capital qui s'intitulait des affaires troubles chez les opticiens. Est-ce que vous avez eu une expérience personnelle? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce papier? C'est pas une expérience personnelle, c'est plutôt j'ai vu un certain nombre d'affaires qui se sont produites en France. Je voudrais revenir, parlez bien près du micro. Revenir sur ce que Monsieur vient de dire. Il a parlé des arrangements qui sont souvent, ce sont les clients qui sont à l'origine de ces arrangements qu'ils demandent, mais vous faites comme s'il n'y avait que les problèmes de remboursement. Je pense qu'il y a aussi des problèmes sur la qualité des verres ou sur des options qui sont vendues et qui ne correspondent pas à ce que le client a ensuite sur ses lunettes. Et à la limite, je dirais que le problème du financement, c'est une chose, mais le problème de la qualité des verres que les clients ont ensuite, c'est quand même un réel problème de santé. Et celui-là, je pense qu'on en parle très très peu et c'est celui-là, à mon avis, qui est le plus important. Et d'autre part, donc depuis ces papiers qui ont été publiés, je n'ai pas vu beaucoup de choses qui ont été dites et reconnues par les professionnels et je ne sais pas ce qui a été fait pour essayer d'informer le consommateur en disant effectivement, ce sont des choses qui se produisent, c'est à la marge et voilà ce qu'on fait maintenant pour essayer de changer les choses. Je n'ai rien vu de ça. Au lieu de quoi, monsieur dit on a donné des informations. Donc il y a vraiment un problème de communication, je dirais, entre la filière et la presse. Effectivement, je trouve, oui. C'est-à-dire au lieu de reconnaître le problème et vous n'avez même pas reconnu le problème sur la qualité des verres, ce serait déjà pour commencer, à mon avis, la première chose à faire. D'accord. Alors, Madame Lebel, vous avez écrit, quant à vous, tout récemment, en juin dernier, un article dans Le Parisien qui s'intitulait « L'arnaque aux lunettes de soleil ». Vous y écrivez notamment que chaque année, plusieurs milliers de clients s'offrent gratuitement des lunettes de soleil de marque sur le dos de la mutuelle. Quelle a été l'origine de cet article ? À la base, c'est parti vraiment de discussions avec des gens qui m'ont raconté donc cette combine. Des clients C'était des clients, des consommateurs? Des clients, des consommateurs qui l'avaient pratiquée. Moi, je la connaissais pas. Je me suis un peu intéressée. Je me suis dit, bon, alors, est-ce que ça fonctionne vraiment? Et l'idée, ça a été d'aller le vérifier. Donc, dans le papier, il y a un testing. Je me suis présentée. Je ne porte pas de lunettes, mais je me suis présentée comme quelqu'un qui avait besoin de lunettes de soleil de marque, qui avait un petit peu d'argent, mais pas assez pour en acheter. Et l'idée, c'est que, clairement, je suis allée voir 5 indépendants, 5 enseignes. C'était pas exhaustif, c'est sûr. Mais à chaque fois, chez les indépendants, en moins de 2 minutes, on m'a proposé de faire passer ces solaires sur la mutuelle. Et chez les enseignes, ça a été, on va dire, moitié-moitié. Mais on me l'a quand même proposé. Je me suis bien rendu compte qu'on connaissait le fait que c'était illégal. Généralement, il y a des combines. On me proposait d'acheter quand même des verres correcteurs on m'a dit on les montrera pas sur les solaires. Et ce qui était intéressant dans ce papier, c'est de se rendre compte qu'il y a une lutte entre les opticiens. Ils essayent eux-mêmes de faire des contrôles. On en a parlé tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Laurent Lévy, c'est pour Optical Center par un peu essayer de traquer, on va dire, les fraudeurs. J'avais rencontré Marianne Bins à ce moment-là de Santé Claire qui m'avait raconté que dans leur réseau, ils essayaient aussi de trouver les fraudeurs et on se rend compte que même chez les opticiens, il y a vraiment une traque pour essayer de limiter ça, quoi. Et vous avez rencontré des autres dirigeants d'enseignes, des opticiens? Bien sûr. Des syndicats, des responsables de syndicats d'optique? Bien sûr, j'avais eu Alexandra Duvauchel du Synop à l'époque qui m'avait dit, bien sûr, c'est très peu d'opticiens, mais on n'a pas de chiffres, c'est difficile, on essaye de contrôler, les enseignes essayent de contrôler. Apparemment, il y a des chartes qui sont signées en interne, etc. Il y a des clients mystères pour essayer de réguler tout ça. Moi, je l'ai constaté dans le testing, c'est peut-être pas encore suffisant parce qu'on me l'a proposé. Donc, D'accord. Marianne Binst, je vous rappelle que vous dirigez la plateforme de complémentaire santé Santé Claire. Vous êtes fréquemment intervenue dans la presse à propos de l'optique.
Pas toujours en bien. On a l'impression parfois que vous voulez jeter l'opprobre finalement sur 95% des opticiens qui font leur travail correctement. Alors je crois que si on prend le sujet en disant que c'est un phénomène marginal, on ne va pas avancer. Je pense qu'il y a un phénomène qui n'a jamais été marginal et qui ne l'est toujours pas, même si on fait des progrès, c'est l'ajustement de la vente et de la facture à la garantie du client, à sa complémentaire santé. C'est un phénomène qu'on a observé et qu'on observe encore statistiquement. Donc ce n'est pas marginal puisqu'il est démontré statistiquement. En gros, je simplifie, avec le même défaut de vision, plus vous avez une garantie élevée, plus vous allez avoir des verres qui vont coûter cher. Parfois les mêmes verres, parfois avec plus d'options, dont on ne sait pas toujours s'ils apportent vraiment un plus, ou parfois des verres plus sophistiqués. Donc là, derrière ça, il y a une vraie question. Est-ce que c'est une vente qui correspond finalement, la personne a plus de budget, on va lui proposer des choses qui sont mieux, ou est-ce que c'est une considération que la garantie du client, quelque part, est une forme de bon d'achat qu'il faut absolument dépenser et on fait le plein, on remplit par rapport à ce bon d'achat. Et dans ce cadre-là, si on fait vraiment le plein avec cette façon de faire, on est sur quelque chose qui est une fausse facture, souvent, qui donne lieu à des dérapages. Et c'est ça qu'on observait d'une manière fréquente. Ça n'est pas la falsification ça arrive aussi. Je vends un verre de marque Essilor, puis finalement je donne une autre marque. Ça arrive aussi. Mais c'est quand même plus rare. Ce qui était extrêmement fréquent, et on ne peut pas partir du postulat que c'est marginal, c'est que la vente était extrêmement corrélée à la garantie de la complémentaire santé du client. Et sans avoir vraiment de bonne justification derrière ça. Et là, il y a un vrai problème de fond et on ne peut pas... Il est en train progressivement d'être pris en charge, je suis d'accord, il y a des progrès, ça prouve que... Et au moment où on commençait à le dire, c'était un non-phénomène. On nous disait, à la niche, il y a circulé, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème avec les complémentaires, c'est normal d'agir comme ça. On a, je crois, mis le doigt sur le fait qu'il y avait un sujet. Il y avait un sujet et qu'on ne pouvait pas le cacher éternellement et qu'il fallait poser des questions par rapport à ça pour marquer où était la ligne jaune. Qu'est-ce qu'on avait le droit de faire et qu'est-ce qu'il relevait d'une chose illégale? Parce qu'une fausse facture, que ce soit pour arranger le client ou pas, c'est toujours une fausse facture. Et dans ma culture à moi, dans la culture du monde de l'assurance, c'est quelque chose qui est tout à fait répréhensible. Alors, Monsieur Papaz, excusez-moi Ludovic, je voudrais intervenir après. Monsieur Papaz, vous avez mis des choses en place, vous, chez Optique 2000, par rapport à ça? Quel est votre point de vue? Alors oui, parce que, je crois que si on veut effectivement avancer, il faut aussi se donner les outils pour pouvoir avancer. Les outils pour pouvoir avancer, ça commence par un système d'information qui ne permettent pas aux opticiens de pouvoir faire ces fameuses optimisations. C'est-à-dire qu'on a un verre Essilor ou autre, on le propose et c'est ça qui va sortir et c'est ça qu'on va livrer. Dans notre réseau chez Optique 2000, depuis maintenant 5 ans, on a décidé tous ensemble collectivement, c'est une décision d'Assemblée Générale, donc c'est une décision de l'ensemble du réseau qui a décidé d'investir lourdement dans un outil informatique qui ne permettent pas ces pratiques-là. C'est-à-dire qu'on a un outil qui est tellement rigide qu'on ne peut pas s'amuser à changer les prix pour s'adapter à une garantie X ou Y. Donc c'est à partir de ces outils-là qu'on peut avoir une véritable réponse. Après, il y a aussi une deuxième réponse. On a l'outil informatique, c'est bien. C'est de mettre en place des partenariats avec les complémentaires, se voir régulièrement, échanger. S'il y a des gens qui ont encore des pratiques qui sont illégales, moi je les condamne. Je suis le premier à condamner ces pratiques. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça dans la profession. On a vraiment à défendre notre métier, la qualité de notre professionnalisme. Donc il faut arrêter ça, mais il faut le faire effectivement en partenariat. Si des complémentaires, on vend de choses qui peuvent exister, elles nous le remontent et c'est à nous de faire la police, de faire le ménage. Moi, je fais la police dans mon réseau et je crois qu'il serait bien que l'ensemble des réseaux puissent faire aussi la même chose. On fait la police. Depuis qu'on a mis en place ce système, j'ai enregistré une 60aine de départs du réseau. Donc ça veut dire aussi qu'il se passe des choses. Et vous savez, quand vous gérez une grosse coopérative, un réseau important, vous n'avez pas envie de voir du monde partir de votre réseau. Pour les équilibres financiers, c'est quand même un petit peu gênant. Donc il faut aussi avoir la force de le faire, avoir le courage de le faire, de le mettre en place pour que derrière, on ait des réseaux qui soient propres. Ludovic, véritablement. Vous vouliez intervenir également?
Oui, je pense que là aussi, il faut faire attention au choix des mots, parce qu'on parle de fausses factures et tout le monde, tout de suite, là, à ce moment, se dit c'est très grave. Le monde de l'optique vit dans la fausse facture. S'il y en a, elles sont condamnables, il faut les limiter, il y a des initiatives qui sont prises, les fabricants prennent de leur côté. Après, qu'est-ce qu'on appelle fausse facture ? À ma connaissance, nous sommes encore dans un marché libre, dans l'économie de marché, et le consommateur, qu'il ait une complémentaire ou non, a le droit d'acheter le produit qui lui plaît. Alors je veux bien qu'on ait un certain nombre de chevaliers blancs qui se mettent sur la scène et qui nous disent on va s'occuper de tout, on va gérer à votre place, sauf que le consommateur, moi le premier, si j'ai envie d'acheter un produit, c'est pas parce que j'ai souscrit une complémentaire que je ne dois plus y avoir accès. Ou alors la complémentaire prend soin de me dire quand vous vous engagez chez nous, il y a telle contrainte. Aujourd'hui, on leur dit venez chez nous, c'est moins cher, mais on voudrait également influer sur le choix du consommateur. Il reste libre. On est dans un monde de la santé. Évidemment, pour autant, si on a besoin, parce qu'on fait telle ou telle activité professionnelle le week-end, la semaine, ou tel loisir le week-end, acheter un produit avec une option en plus, parce que ça répond à notre besoin, parce qu'on sera mieux dedans et qu'on sera plus confortable, eh bien on peut payer plus. Donc l'opticien, lui, il n'optimise pas une facture, il répond à un besoin de son consommateur. Après, le reste à charge, il reste libre. Donc c'est pas une fausse facture que d'avoir un reste à charge plus ou moins important. Vous parlez de libre concurrence entre les opticiens. Le problème, c'est que quand on est client et qu'on cherche à changer de lunettes, par exemple, on n'a pas du tout les moyens de comparer entre les opticiens le prix final de sa paire de lunettes. On ne peut comparer que les montures. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on ne pourrait pas avoir une information concernant les tarifs des options et des différents types de verres qui soient accessibles pour le consommateur? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on fait une paire de lunettes? On choisit sa monture et ensuite on s'assoit devant une personne qui a un ordinateur auquel nous, on n'a même pas, enfin, on ne voit pas les prix. On nous dit voilà, c'est tel prix. Mais finalement, qui nous dit que finalement ça pourrait être un prix lambda pour un certain client et puis l'autre client, ça pourrait être un autre prix. On n'a aucun moyen de vérifier et donc de comparer d'un opticien à l'autre. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est un peu le cas dans n'importe quel secteur. Je pense à un billet d'avion. Dans tous les secteurs, on peut comparer. Entre les opticiens, on ne peut absolument pas comparer. Si, il y en a qui font des devis. On peut faire des devis dans plusieurs magasins. Oui, mais les tarifs ne sont pas accessibles et ça prend du temps. Et par exemple, pourquoi il n'y aurait pas la liste des options avec voilà, telle option coûte tant, tel type de verre coûte tant. Pourquoi est-ce qu'il y a les tarifs des montures et pas des verres finalement accessibles quand on rentre chez un opticien? Moi, je trouve que ce serait assez logique. En fait, je pense que la raison, c'est simplement la complexité de l'offre verre. C'est-à-dire qu'il y a la complexité. Il y a des centaines de milliers de références. Internet, ça donne des références compliquées. Après, il y a un élément qu'il faut prendre en compte sur le prix. C'est certes, il y a le prix de la monture, certes, il y a le prix du verre, mais il faut aussi mesurer, lorsqu'on a ce raisonnement, la prestation que délivre le professionnel. Parce qu'un même produit délivré dans un magasin ou dans un autre, ce n'est pas du tout le même résultat, ce n'est pas du tout la même satisfaction porteur. Donc il y a les trois éléments, à mon avis, qu'il faut intégrer. Que la lunette est un produit qui est transformé par un professionnel. Personne ne le nie, ça. Mais par contre, Internet, par exemple, un magasin donné ou une chaîne donnée peut avoir sur Internet une explicitation en amont de l'arrivée en magasin de ces tarifs. Parce qu'aujourd'hui, déjà en magasin, on ne les trouve pas. Ça serait mieux qu'on les trouve. Mais souvent, on aimerait les connaître avant d'aller en magasin. Et c'est pour ça que les gens viennent dans nos réseaux à Santé-Claire. Parce qu'ils disent au moins, comme vous avez négocié avant, on a de l'information avant sur le prix qu'on va trouver. Rien n'empêcherait, et les choses progressent dans ce sens. Je suis d'accord avec ce que dit M. d'Optique 2000, on a progressé. Mais pour progresser, il fallait qu'à un moment donné qu'il y ait quelque chose comme un électrochoc peut-être. Parce que tant qu'on le disait, qu'il n'y avait pas d'article de presse et qu'il n'y avait pas de client mystère, c'était oui, c'est marginal, ça n'existe pas. Donc quand je parle de fausses factures, je parle bien de fausses factures. Je parle de transfert de verre sur la monture, de monture sur les verres. Ça c'est condamnable. Voilà, d'achat de lentilles, de lunettes en utilisant le forfait lentilles. Voilà, c'est bien de fausses factures dont je parle. Par contre, bien entendu. Vous parlez d'options pas nécessaires. C'est là où je réagissais. Oui, ou d'options qui vont être facturées mais pas vendues, par exemple. Donc quand je parle de fausses factures, je parle bien de fausses factures. Que le client puisse acheter, lorsqu'il a une garantie plus élevée, des verres plus sophistiqués, ça me semble tout à fait possible et logique. En revanche, que le même verre d'une sophistication identique soit vendu à des prix différents selon que la personne ait une bonne complémentaire santé, entre guillemets, une qui rembourse bien ou une qui rembourse pas bien, ça c'est pas normal. Or ça, nous l'avons vu longtemps et nous commençons ensemble avec le monde de l'optique et grâce aux journalistes
à traiter le sujet. Monsieur Lenouilly, est-ce que vous avez des retours de vos représentants par rapport à ça ? Oui, bien sûr. Et quand on parle de fausse facture, le mot est grave tout de même. C'est un mot important. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que l'assurance n'est pas en train de transférer à l'opticien une responsabilité qui vient de la complexité de ces barèmes de remboursement? Parce que, pardon Madame Bins, mais il faut être ingénieur pour comprendre aujourd'hui les systèmes de remboursement des assurances complémentaires. C'est particulièrement fouillis, particulièrement difficile. Il y a peut-être lieu de simplifier les barèmes de remboursement dans l'optique, comme dans d'autres métiers d'ailleurs. Alors, tout le monde peut balayer devant sa porte, mais ce n'est pas de même nature. Si on dit que la complémentaire santé pourrait mieux accompagner le besoin de vision, tout le monde, ceux qui nous connaissent à Santé Claire, savent qu'on a milité et qu'on continue pour que la garantie accompagne le défaut visuel et non pas soit un forfait unique, quel que soit le défaut de visuel, qu'on ait besoin de progressifs ou d'unifocaux. Je suis d'accord, mais là on n'est pas sur des phénomènes de même nature que des natures de fausses factures. On est sur un autre domaine qui est de dire bien finalement le métier de l'assurance pourrait progresser et accompagner le défaut de vision, ça semble plus logique parce que qu'est-ce qui se passait quand on donnait un forfait unique que d'ailleurs qui pour les opticiens n'était pas si complexe que ça parce que quand il devient un bon d'achat, c'est qu'ils ont bien compris comment ça fonctionnait. Eh bien on donnait un forfait unique qui était nettement excessif souvent pour les petits défauts visuels et largement insuffisant pour les presbytes, pour faire simple, pour les gros défauts visuels. Donc là-dessus, il y avait souvent de la fraude, justement plus sur les petits défauts de visuels et du reste à charge sur les gros défauts visuels. Donc si on régule mieux la fraude, finalement, on va avoir des contrats qui couvrent mieux, avec moins de reste à charge, mais aussi avec des coûts plus acceptables au niveau de l'achat. Est-ce que la complémentaire, je vous pose une question directement, Madame Binst, est-ce que la complémentaire a vraiment envie d'assumer ce contrôle, a vraiment envie de réguler le secteur? Parce qu'on a l'impression que ces régulations dont vous parlez, elles passent par vous, qui est plutôt une société intermédiaire entre l'assurance et l'opticien, mais pas forcément en l'assumant directement. Est-ce qu'elles sont prêtes à changer leur garantie pour l'empêcher? Est-ce qu'elles sont prêtes? Le plus simple, si on veut payer moins, c'est de rembourser moins, à la rigueur. C'est pas de s'entendre avec l'opticien pour que lui-même vende un petit peu moins cher ou autre chose. Donc, est-ce que finalement, vous qui connaissez bien le monde de l'assurance, vous ressentez cette volonté d'assumer cette intervention en faisant tomber les masques auprès du consommateur, auprès de leurs clients? Parce qu'on a toujours l'impression que ça se fait, mais ça se fait pas directement. Ça se fait par l'intermédiaire de l'opticien. Et c'est l'opticien qui porte la mauvaise nouvelle finalement auprès de son consommateur parce qu'il doit assumer cette régulation qui se fait masquer. Est-ce que vous ressentez cette volonté? Je pense qu'on a été créés, on est encore là 10 ans après parce qu'il y avait des complémentaires qui cherchaient à donner plus d'informations aux consommateurs dans le cadre de leur mission. C'est elles qui nous financent. Donc il y a d'autres aujourd'hui plateformes d'aide aux consommateurs. Donc aujourd'hui, ça n'est plus marginal. Maintenant, il y a deux postures possibles pour une complémentaire santé. Les deux existent, vous avez raison. Soit vous ajustez la prime au remboursement et vous ne vous posez aucune question sur qu'est-ce que le consommateur a trouvé en face par rapport à sa garantie, qu'est-ce qui s'est passé pour lui en magasin, et vous vous contentez effectivement de rembourser. Soit vous avez et vous ajustez vos tarifs chaque année. Et ça, c'est une posture finalement assez confortable. Le seul pour qui c'est pas confortable, c'est le client final. Et soit vous avez une posture différente, qui était celle pour laquelle Santé Claire a été créée, qui est de dire finalement on a un rôle aussi pour être un acteur qui optimise la rencontre du client et du professionnel de santé. Et on va le doter, ce client, de toutes les informations ou de toutes les adresses pour l'aider à être un consommateur plus avisé. Le métier d'une complémentaire santé, de mon point de vue, c'est pas de rembourser, c'est d'être un acteur qui limite le reste à charge de son client. S'il s'agissait seulement de rembourser, une machine peut le faire. L'optimisation du reste à charge de son client par rapport à son besoin visuel, c'est un métier plus complexe. Mais de mon point de vue, c'est complètement aussi le métier d'une complémentaire santé. Il ne s'agit pas uniquement de le rembourser. Est-ce que, Madame Bint, on peut dire que vous utilisez la presse, les médias, pour faire passer vos messages, ce type de messages? La presse, ça ne s'utilise pas. La presse, elle est libre. Nous avons mis sur le devant de la scène, nous et d'autres, des sujets qui ont trouvé des échos ou qui ont été mis en avant par la presse parfois,
Mais tant mieux, ça veut dire qu'il y a une synergie dans la société civile. Madame vous existez Trouvelot quand même depuis 10 ans, et depuis 10 ans, vous avez un travail de régulation sur le secteur, c'est ce que vous nous expliquez. Pour autant, depuis 10 ans, on n'a jamais autant parlé de problèmes, alors que vous intervenez normalement pour résoudre ces problèmes. C'est-à-dire que les articles dans la presse sont aussi nombreux que le développement des initiatives de régulation. Soit le travail n'est pas satisfaisant, soit quelque part, on arrive à trouver un écho au niveau de la presse. C'est le thermomètre Madame ou le malade Trouvelot que vous incriminez? Madame Trouvelot veut ajouter quelque chose? Je voudrais quand même dire que au cours de mon enquête, et j'en ai fait plusieurs sur le secteur, les professionnels ont été les premiers à reconnaître qu'il y avait beaucoup de problèmes. Quand même, je trouve que vous ne l'avez pas tellement dit. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est depuis que tous ces papiers ont été publiés, vous dites, monsieur, que vous avez essayé d'assainir les choses dans votre réseau, mais finalement, vis-à-vis des clients, qu'avez-vous fait? Est-ce que la transparence sur les tarifs a été accrue? Personnellement, en tant que consommatrice, je n'ai pas tellement l'impression. Et quand je vais chez un opticien, j'y vais très rarement, j'y suis allée récemment, ça s'est passé exactement de la même façon qu'il y a 3 ou 4 ans. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une information meilleure vis-à-vis des clients, qu'il y ait plus de transparence. Qu'avez-vous fait depuis que tous ces papiers ont été publiés? Didier? Je vous l'ai dit, la transparence, elle existe en soi. C'est-à-dire que nous avons déjà fait en sorte que ces tarifs à la tête du client n'existent plus. Oui, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous allez chez un opticien, que vous ayez la couverture X ou Y, vous aurez le même remboursement. Ensuite, vous allez être en face d'un professionnel qui va évaluer votre besoin visuel et qui va vous proposer un certain nombre d'options, de verres, etc. S'il fait bien son travail, il va vous donner le choix entre le verre X, le verre Y, le verre Z, et en vous donnant les avantages et les inconvénients. Et c'est vous, consommatrice avisée, qui allez donc décider de ce que vous choisissez, l'option que vous choisissez. C'est comme ça que se passe le commerce. Enfin, je ne sais pas, quel que soit l'objet qu'on achète, ça s'est toujours passé de la même façon. Et au final, vous allez obtenir un devis, 2 devis, 3 devis, avec écrit sur le devis la marque du verre, ce que c'est exactement et précisément. Ensuite, vous pouvez très bien aller voir un autre professionnel, demander un devis, demander le même produit. Enfin, pour moi, je ne vois pas où est le problème aujourd'hui dans l'optique, dans la mesure où les produits, on les connaît, ils sont validés. Quand on travaille avec, par exemple, les Silor, on sait ce qu'est un Varilux Physio 2 ou autre. Et après, on peut parfaitement comparer les prix. Je ne vois pas où est le besoin de transparence. Effectivement, si je reprends votre article, Madame Lebel, il y a carrément un encadré qui s'intitule 3 méthodes pour frauder. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on incite les consommateurs à frauder alors qu'ils n'y auraient pas pensé avant? Alors qu'il y a une récente étude qui a été faite par la Centrale des opticiens et Galileo Business Consulting qui montre effectivement il y a 20% de factures optimisées, mais que 15% de ces 20% sont quand même à la demande du consommateur. Écoutez, aux Parisiens, nous, l'objectif, c'était d'être pédagogique. C'est le cas de le dire. Non, mais en fait, je me suis rendu compte en discutant qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient eu, donc moi, c'était vraiment sur les lunettes de soleil, qui avaient eu des lunettes de soleil, qui avaient été donc passées sur la mutuelle, qui les avaient donc pas payées et qui ne savaient même pas que c'était illégal. Et en faisant le testing dont je parlais tout à l'heure, je me suis retrouvée face à des professionnels qui m'ont dit clairement, mais face à mon hésitation, mais si, allez-y madame, c'est légal. Donc le consommateur est quelque part quand même un peu complice. Il est honnêtement, parfois bien sûr il est complice, mais c'est quand même pas lui qui propose. Et il faut voir aussi que voilà, plusieurs fois, moi j'ai eu le cas dans le testing, on m'a proposé de le faire en me disant c'est complètement légal, allez-y, vous payez une mutuelle, servez-vous. Mais c'est lui qui l'avait demandé. Donc c'est l'opticien qui le proposait. Qui l'avait proposé. Bien sûr. Et sans que vous lui demandiez. Non, sans le demander, et qui dit après, mais face à mon hésitation, mais vous êtes sûr que c'est bien légal? Oui, bien sûr, vous payez une mutuelle, c'est fait pour ça, allez-y. Ludovic? Que s'il y a des fraudes et qu'elles sont organisées, il faut les combattre, il ne s'agit pas de les défendre. Après, il y a un travail de régulation qui se fait par la mutuelle. Si la mutuelle elle-même, la mutuelle, c'est pas, il y a mutuelle, il y a société d'assurance, tout ça. Ce n'est pas que des ONG. Donc c'est un business aussi, la mutuelle. Donc si la mutuelle considère que c'est bien de vendre un contrat et que la personne a envie de l'acheter comme elle l'entend, sur du solaire ou sur du blanc correcteur, tant qu'il n'y a pas de modification de l'ordonnance de la correction et qu'on ne fait pas passer un verre plan en verre corrigé, c'est pas forcément un problème.
Vous payez une mutuelle qui n'est pas un institut, c'est pas une ONG forcément, alors, même si c'est non à but non lucratif. Les actionnaires de Madame Binz ne sont pas forcément à but non lucratif. À partir du moment où on met sur le marché un contrat, c'est fait aussi pour être utilisé. Ou alors on régule autrement le contrat pour qu'il ne soit pas utilisé dans le cas du solaire. Enfin, je pense que ce qu'il faut se dire là-dessus, c'est que chacun réglemente son secteur comme il l'entend. Il n'y a pas de risque de santé à votre âge, que je devine. Si vous ne portez pas de lunettes, vous n'en porterez pas dans 2 ans. C'est peu probable. Donc il n'y a pas de risque. Donc je veux bien qu'on nous vende une assurance santé en disant « Ouh là là, il y a un risque, et si le risque s'avère, je vous rembourse », il n'y a pas de risque. Tout le monde le sait, les complémentaires santé le savent, c'est là-dessus que le modèle économique est construit. Donc c'est construit pour que vous souscriviez une complémentaire et que vous ne l'utilisiez pas parce qu'on sait que pendant les 15 prochaines années, vous n'aurez pas besoin de lunettes. Donc après, soit on ajuste les modèles pour faire en sorte que vous y ayez droit, soit on l'interdit. Mais en soi, c'est pas scandaleux d'acheter une paire de lunettes de soleil si on a acheté un contrat par ailleurs qui le rembourse. Mais il n'y a pas de remboursement prévu au contrat. Ça dépend de la mutuelle. Ça dépend, c'est extrêmement rare. Hein. Je sais que j'ai travaillé pour le Club Med qui avait prévu explicitement au contrat parce que les salariés étaient exposés au soleil dans des lieux à la mer, à la montagne, où les lunettes de soleil, non seulement de vue, mais aussi de protection, étaient prévues au contrat. Donc c'était explicite. C'est rarissime. Est-ce que vous avez prévu des papiers sur les mutuelles ou sur l'opacité de leur remboursement ? Nous, ce qui a été intéressant, et d'ailleurs je vous invite à lire l'article, c'est Alexandra Duvauchel qui m'en parlait du Synop. Elle, ce qu'elle me disait, c'est que justement, il y avait c'était sa version, donc c'est le principal syndicat des opticiens, que les mutuelles laissaient aussi un peu faire, parce que forcément, elles ne pouvaient pas dénoncer leurs clients, qui étaient complices, on va dire, de la fraude, et donc c'était un peu le serpent qui se mord la queue, et que les mutuelles laissaient aussi fermer pas mal les yeux sur ce système. Donc oui, on en a parlé dans l'article, bien sûr. Madame Trouvelot, vous avez prévu des papiers sur les complémentaires santé ? Non, mais là, vous renvoyez à dos mutuelle et opticien, je crois quand même, et on ne parle pas tellement du client et de son information. Je suis désolée, je reviens encore dessus. Je crois que là, vous vous renvoyez les uns aux autres et le client dans tout ça, comment est-il informé, hein ? Et puis il paye sa mutuelle, il paye parfois trop cher s'il paye la fraude au travers de sa mutuelle. C'est le problème du client, c'est pas le problème de la mutuelle, c'est le problème du client, de nos clients respectifs, de celui de la mutuelle, de celui de l'opticien. Donc tant qu'on ne repartira pas du client et de l'avantage pour le client à ce que les choses soient claires, visibles, transparentes, et quitte à ce qu'il achète des montures, parce que curieusement, il y a beaucoup plus de transparence sur les montures que sur les verres. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, le client, oui, dans tous les magasins, les prix des montures sont affichés. Vous pouvez regarder. Alors, elles sont chères, elles sont pas chères. C'est peut-être une autre question, mais c'est beaucoup plus transparent, avec des références, avec quelque chose qui... Les clients ne se plaignent pas de la transparence sur les montures. Ils se plaignent de problèmes sur les verres, essentiellement. Oui, Monsieur Papaz, est-ce que vous avez des propositions pour améliorer l'information du consommateur sur le prix des verres ? Oui, non, je voulais répondre, c'est que c'est extrêmement difficile dans notre secteur d'activité d'avoir un panneau d'affichage qui vous dise, voilà, tel verre, c'est tel verre. Vous connaissez vos grilles tarifaires, Madame Binz. Donc vous savez la complexité qu'elles ont, ces grilles tarifaires. Comment vous voulez les expliquer, les expliciter à nos clients, sachant que déjà les opticiens eux-mêmes ont du mal parfois à s'y retrouver. Heureusement qu'ils sont informatisés, qu'ils peuvent aller chercher les éléments, mais c'est très très compliqué. Si on est multifournisseur de verres, on va se rajouter encore des difficultés supplémentaires. Et c'est vrai que les tarifs vont pas forcément être les mêmes. Vous avez des verres MDD, vous avez beaucoup de choses. On est dans un secteur d'activité qui est extrêmement compliqué. Vous avez des niveaux de qualité de verre qui sont extrêmement différents. Vous avez des verres progressifs qui vont être vendus 100 €, vous en avez qui vont être vendus 400 ou 500 €. Donc c'est très très difficile d'informer le consommateur simplement avec un dépliant. Il faut lui expliquer quelle technologie il y a dans les verres, il faut lui expliquer un certain nombre de choses. Alors nous, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons fait des PLV qui expliquent que la fraude c'est pas bien déjà. Donc en plus on a fait une PLV noire avec un écrit en blanc et nous avons fait des petits dépliants que nous sommes capables de donner aux clients quand ils peuvent nous demander, parce que c'est vrai qu'en magasin ils le demandent régulièrement. Ah mais arrangez-moi mon truc, etc. Donc ça c'est pour vraiment informer le consommateur et lui dire que c'est là on informe le consommateur, on lui dit attention, vous êtes complice, c'est-à-dire que cette fausse facture vous nous la demandez.
vous nous l'avez demandé, donc vous êtes complice. Et c'est là où je pense que les complémentaires aussi devraient avoir un discours clair, précis vis-à-vis de leurs clients, parce que finalement le consommateur c'est leur client, c'est notre client à tous. Donc il faudrait bien les informer et puis éviter que parfois certains agents, des généraux locaux, pour faire plaisir à leurs clients, leur disent bon allez, ça se fait, etc. Donc il faut qu'on balaye tous, il faut vraiment qu'on le fasse. Mais moi j'attends aussi des complémentaires qu'elle fasse cette information. Parce que si elle est faite que par l'opticien, étant donné que l'opticien dans la presse est traité de voleur, il n'est pas toujours crédible. La complémentaire, on l'écoute, on la croit. Donc si on fait cette information les uns et les autres ensemble conjointement, on va arriver à ce que le consommateur nous croit. De plus en plus, le fait d'aller en magasin, c'est déjà une démarche. Et on aime bien se renseigner avant. Vous disiez que les tarifs aériens, on se renseigne où ? Sur Internet. Oui, sur Internet. Exactement. Ou en agence de voyage. Et pourtant, c'est complexe. Même les tarifs SNCF, c'est peut-être encore plus complexe. Donc, Internet, c'est un lieu d'information préalable. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Il faudra bien trouver des moyens. Et là, je vous fais confiance. Vous avez tous des savoir-faire marketing très importants pour réussir à expliquer en 3 ou 4 clics votre offre produit et votre prix. Je vous rassure, c'est effectivement prévu puisque nous sommes en train de travailler sur. Je suis d'accord avec vous, la meilleure information se fera sur Internet. On parle du verre, si le verrier pourrait juste expliquer deux, trois petites choses. Le verrier que je représente aujourd'hui. La première chose, c'est que je suis d'accord avec Monsieur Papaz. Aujourd'hui, par produit, il n'y a plus de différence de prix comme il y a pu l'avoir. Il y a un vrai travail qui a été fait. C'est pas un prix à la tête du client, c'est que le même produit vaut la même chose, quel que soit le client dans le magasin. Les seules exceptions, c'est à la rigueur celle des complémentaires santé, parce qu'avec la mutuelle X, je me suis engagé à temps, avec celle Y, c'est à temps. Et finalement, la différence de produit aujourd'hui, elle est le fruit plutôt des réseaux que d'une politique de l'opticien. Après, pourquoi ? La deuxième question que vous posez, c'est pourquoi on le rend pas plus visible ? Je ne suis pas distributeur, mais je peux vous expliquer simplement que chez nous, notre catalogue, c'est des millions de combinaisons possibles. Il ne faut jamais oublier que quand on parle de verre, notamment de verre progressif, on parle d'un produit de masse. On en vend 250 millions par an. Dans le monde, pas en France, je vous rassure, parce que autrement les mutuelles se porteraient moins bien. Et sur ces 250 millions, c'est quasiment autant de verres qui sont faits sur mesure. On a tendance, quand on regarde un verre de lunettes, on se dit c'est très simple, finalement c'est un petit bout de plastique, c'est formidable, sauf que c'est une prouesse technologique de fabriquer et c'est surtout complètement sur mesure. Le produit, dans une majorité de cas, n'existe pas avant que le client soit entré dans le magasin de l'opticien. Ce qui veut dire que vous avez des millions de possibilités possibles en fonction de la puissance, de la correction, de l'option, du design, du budget, de plein de choses. Et quand on additionne tout ça, si vous voulez un grand tableau à l'entrée du magasin, je pense qu'il faut agrandir la taille des magasins parce que c'est impossible d'avoir ce niveau de complexité quand on additionne tous les paramètres du sur-mesure du produit. Donc on peut avoir la tentation de simplifier en disant il y a 3 cases. Mais attention 3 cases parce que on est souvent dans la caricature quand on fonctionne ainsi. Monsieur Lenouille, excusez-moi, Monsieur Lenouille, vous en tant que fabricant de montures, quel peut être votre rôle par rapport justement à tout ce que viennent de proposer les intervenants sur la formation du consommateur, des choses comme ça ? Bien, nous qui vendons des montures, on vend un outil qui tient les verres. Oui, puis d'ailleurs, vous, vos tarifs sont clairs. Mais on vend aussi du plaisir. On vend aussi le plaisir d'un bel objet, de l'esthétique. Qui a dit que le consommateur ne pouvait ou ne devait pas accepter un reste à charge pour ce plaisir d'une esthétique ou le plaisir de la technologie. Il me semble que le consommateur est prêt à payer une partie de l'objet lunettes, monture plus de verre. À mon sens, ça ne doit pas se simplifier simplement avec un remboursement sécurité sociale, un remboursement complémentaire. La partie reste à charge, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le peuvent, doit être partie intégrante du prix de l'équipement. Je suis absolument d'accord, mais la question est de pouvoir comparer. Moi, je reviens toujours. Je pense que actuellement, tous les opticiens communiquent sur le prix des montures. On voit d'énormes campagnes de publicité. Et à mon avis, notamment avec Internet, de plus en plus, le consommateur recherche de l'information et de plus en plus précise et une transparence dans les tarifs. Et personnellement, je pense que l'argument demain des opticiens, c'est celui qui informera le plus
les consommateurs, qui aura un argument de vente bien meilleur et qui attirera de nouveaux clients. Enfin, personnellement, j'en suis persuadée. Alors vous avez parlé de la communication, c'est vrai qu'on est dans un secteur qui investit beaucoup au niveau de la communication auprès du grand public, que ce soit enseigne ou fabricant. Monsieur Papaz, est-ce que vous pensez que cette manne que représente la communication en optique peut influencer d'une manière ou d'une autre la presse et le grand public ? Écoutez, je pense que ça dynamise en tout cas le secteur, parce que depuis 20 ans que les grandes enseignes communiquent dans les médias, le secteur de l'optique est sorti un petit peu du bouclard poussiéreux qu'on pouvait avoir dans le passé. Et je pense qu'on a véritablement donné l'envie aujourd'hui aux consommateurs de porter des lunettes et qu'on est passé de la prothèse à l'achat plaisir. Si au moins on a contribué à ça, je dirais que c'est pas mal. On a décomplexé les gens et finalement c'est un peu une mode de porter des lunettes et c'est plutôt sympa. Et ça, au moins on a franchi un grand pas. Maintenant, on a aussi des communications qui peuvent être axées sur la transparence des prix. Vous savez, quand on fait des forfaits, monture plus verre, je pense que là on apporte une réponse sur un produit précis. Ça veut dire que nous on a validé un produit, voilà, ça sera celui-ci, c'est pas un autre, avec ou non un traitement anti-reflet ou pas, peu importe. On a un produit, on a mis une monture, un type de verre et on a un prix. Et là, voilà, on a une offre pour le consommateur qui est claire, nette, précise. Et c'est pour ça que nous on aime bien communiquer sur les forfaits, parce que à un moment ça permet d'avoir quelque chose qui permette aux consommateurs de s'y retrouver. Maintenant, moi j'ai travaillé sur, j'avais un projet mais que j'ai pas réussi à mener au bout. C'était pour aller dans le sens de Madame. Je me suis dit tiens, si on faisait des fiches Fnac. Vous savez, les fiches Fnac c'est pas mal. Vous avez les différents produits, des petites étoiles avec un tas de choses. Bon, alors on peut effectivement mettre tous les produits dans la fiche Fnac. Quand on vient à la dernière ligne qui est le prix, on peut mettre des prix A, B, C, D, E, F, mais il y a tellement d'options possibles d'amincissement, de choses, etc., qu'on n'a pas été capable de pouvoir véritablement créer des fourchettes qui soient suffisamment précises pour ne pas qu'on soit attaquable derrière par un consommateur qui dirait « Ah oui, mais moi chez mon opticien, vous m'avez mis que c'était la fourchette A, puis finalement j'ai un peu dépassé ». Donc on a vraiment du mal aujourd'hui à pouvoir faire ce genre de choses. Alors moi je crois beaucoup à Internet parce que je pense que c'est quelque chose dans lequel on peut expliquer beaucoup de choses. On peut redonner éventuellement ces fourchettes de prix et on peut permettre au client de faire lui-même son propre choix, sachant qu'à mon sens le choix sera toujours un choix imparfait parce qu'il n'aura pas été guidé par un professionnel et que ce choix pourrait être remis en cause complètement en magasin. Ça faut le savoir, c'est des choses qui arriveront et c'est normal, je crois que ça fait partie du dialogue et de l'échange et ça fait partie de la valeur ajoutée que doit apporter l'opticien pour son client. Mais oui, juste en 2 secondes, c'est bien de s'intéresser au prix, évidemment, ça concerne tout le monde. Moi, je trouve, de mon point de vue d'industriel, qu'on parle beaucoup du prix. Nous, on considère qu'on parle beaucoup des prix des produits et finalement assez peu de la performance des produits ou assez peu de la richesse de la prestation de l'opticien. Et je pense que quand on est consommateur, on l'est tous, quand on va quelque part, on y va certes pour un prix, mais on y va aussi pour une contrepartie à cette facture. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup à gagner, notamment dans la distribution, à mettre davantage en avant cette contrepartie. Le métier d'opticien, c'est pas un marchand de lunettes, c'est plus qu'un marchand de lunettes. C'est un professionnel qui est à la fois technicien, professionnel de santé, qui a un caractère commercial. Il a une expertise pour choisir justement la bonne référence en fonction du bon besoin. Il va transformer le produit, il va avoir un service d'accompagnement, un service de réparation, etc. Et tout ça, c'est cette contrepartie-là aussi. On ne peut pas parler de prix sans regarder ce qu'il y a au travers. Monsieur Lenouille, qu'est-ce que vous proposez pour effectivement ouvrir le dialogue entre les complémentaires santé, la presse, les fabricants et les opticiens ? Moi, j'aimerais bien formuler une espèce de rêve. Mettons-nous autour d'une table, les complémentaires santé, les réseaux d'opticiens et les fabricants de verres et puis aussi les fabricants de montures d'ailleurs, pour simplifier l'offre produit peut-être, au moins dans une offre basique ou alors une offre à plusieurs étages de qualité, simplifier aussi les barèmes de remboursement parce que je pense qu'il y a aussi des progrès à faire là-dessus, informer aussi le consommateur que l'assurance santé n'est pas un droit à dépense, c'est un problème plus vaste, c'est un problème de l'assurance en global, mais n'est pas un bon d'achat en quelque sorte, l'assurance n'est pas un droit à dépense. Voilà, il y a tout un travail d'éducation du consommateur et du citoyen que nous sommes tous d'ailleurs sur ces sujets-là. Donc
Monsieur rêvons Mathieu, d'une vous table êtes ronde prêt à pour, vous asseoir pour laquelle autour on d'une table? Bien volontiers, nous sommes très ouverts au dialogue, nous l'avons toujours été, nous le restons. Là aussi, il y a des éléments qui sont sur la table. Il y a le travail qui peut être fait en termes de certification, de valorisation de ce que fait l'opticien, de normalisation, etc. C'est très bien. Et côté industriel, là encore, nous on a proposé depuis quelques années des outils qui permettent d'éviter ces substitutions que l'on dénonce, etc. Tous nos verres sont gravés. Toute la gamme Varilux est signée au laser. Tous les produits font l'objet de marque Essilor, font l'objet de la remise d'un certificat d'authenticité nominatif. Ça existe. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas là aussi? Je pense que ça peut faire de l'objet de beaux papiers dans la presse et ça peut faire l'objet de belles recommandations dans les réseaux d'assurance que de dire, quand vous achetez un produit, demandez le certificat d'authenticité, demandez l'origine, qu'il s'agisse d'une autre ou celui de nos confrères. Merci à tous d'être venus. Cette émission touche à sa fin, donc j'espère qu'elle initiera de nombreux articles dans la presse grand public sur la technicité et tout ce que l'opticien et les fabricants font de bien. Le studio TV continue sur le Silmo et en direct sur acuité.fr. Je vous donne rendez-vous à 14h30 pour parler de votre clientèle senior. Des experts vous donneront les pistes pour tenir compte des effets du vieillissement. À tout à l'heure sur le studio TV.